Bonjour, je suis Patrick Pazin, éditeur dans la société Talma Studio. Alors pourquoi nous sommes exposants ici? Parce qu'en fait c'est l'Agora des livres et c'est très important effectivement d'être non seulement évidemment de vendre des livres pour nos auteurs, mais également de venir à la rencontre du public, de pouvoir échanger, de pouvoir se rencontrer. Et donc, dans un monde qui devient de plus en plus virtuel, cela permet de constater que, évidemment, le contact humain est irremplaçable. Donc oui, nous venons systématiquement lorsque nous sommes invités à des salons pour exposer, pour présenter des auteurs. Nous avons beaucoup de choses, aussi bien des livres politiques, que des livres sur la santé, par exemple la médecine chinoise, sur des médecines alternatives, en fait, même si apparemment tout est fait pour que disparaissent les médecines alternatives, il est indispensable de continuer de les faire vivre et que le public puisse avoir le choix et l'accès à différentes solutions. Évidemment en faisant attention, en respectant un certain nombre de règles de santé, quoi. Tout n'est pas possible, quoi, évidemment. Alors le dernier, c'est la primosophie, qui s'appelle le code sacré de la langue française, qui est vraiment très étonnant. À partir d'un code mathématique, ça donne des messages qui sont surprenants. Et le dernier, réellement, c'est la prière de guérison de l'Empereur jaune. C'est un processus que nous avons initié il y a 2 ans. Le processus, en fait, consiste à... L'Empereur jaune est considéré comme le père de la civilisation chinoise et le père de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est un processus que j'ai initié parce que j'ai une amie qui peut se connecter à des âmes disparues depuis longtemps. Et je lui ai demandé donc de se connecter à l'Empereur jaune, qui est le premier empereur mythique des 5 empereurs de la Chine qui vivaient au 3e millénaire, pour voir s'il pouvait aider l'humanité d'aujourd'hui à aller mieux. Et nous avons reçu des prières étonnantes avec des résultats étonnants. Mais je ne garantirai pas que, évidemment, ça marche pour tout le monde, mais nous avons reçu énormément de témoignages qui montre que finalement la prière, même à notre époque, continue de fonctionner. Ça marche, ça peut marcher. Je suis satisfaite qu'on soit en préalable d'un débat sur la politique, parce que justement toutes les décisions de la grande distribution ont affaire à la politique, puisque ce sont tous les maires qui délivrent les permis de construire. Donc on est en plein dans le débat. Alors je présente notre association. Notre association elle est créée depuis 1994 et nous dénonçons tous les permis de construire irréguliers qui ne respectent pas les plans locaux d'urbanisme, qui ne respectent aucun document. Les maires ne respectent absolument rien non plus. Ils n'en ont rien à faire de leurs commerçants, de leurs artisans. Quand on voit le dégât des centres-villes, il y a plus de 20 000 communes qui n'ont plus un seul commerce. Voilà. Et il faut savoir que la grande distribution emploie 3 fois moins de personnel que les commerçants et les artisans. Alors non seulement ils ont détruit à la fois les commerces, mais ils ont aussi détruit l'emploi en France, sachant qu'il y a plus de 50 000 liquidations par an. Et c'est la disparition à chaque fois à l'intérieur de ce commerce de 2-3 emplois. Et sans compter aussi la paysannerie et les petits industriels. Voilà, ça c'est notre combat. Et les 418 milliards, c'est la fraude qu'engendre justement toute cette corruption, toutes ces surfaces illicites qui sont de la concurrence déloyale, les abus de position dominante qui ne sont plus du tout perçus par l'État, qui travaille plus pour les fraudeurs que pour le respect de la loi. Oui, bonjour. Martine Donnette, Claudio. Nous avons écrit le livre 418 milliards et nous sommes là à l'Agora du livre pour justement présenter cet ouvrage, et dont nous expliquons toutes les fraudes de la grande distribution et comment ils ont transgressé toutes les lois, comment ils ont transgressé les droits de l'homme
pour arriver à être en abus de position dominante, à avoir éliminé tous les commerces de proximité, la paysannerie, les petits industriels et les emplois, sachant que la grande distribution emploie 3 fois moins d'emplois que le commerce de proximité. Donc il y a le chômage, la destruction de la paysannerie, la destruction des centres-villes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour faire la promotion de notre livre, pour attirer les gens sur ce problème de transgression de toutes les lois, que ce soit le plan local d'urbanisme, voilà. Ils fraudent surtout. Eh bien, c'est par rapport à notre expérience personnelle. On a fait des procédures quand on a été mis en liquidation judiciaire et on a vu qu'au fur et à mesure, eh bien, que ce soit les juges, que ce soit les procureurs, ben, ils transgressaient les procédures pour donner raison aux fraudeurs. Donc ça nous a incité à chercher, à comprendre et surtout à communiquer à tout le monde, de bien comprendre comment ça se passe dans la grande distribution. Ben, les fraudes, par exemple, vous avez Carrefour à Vitrolles, ils ont construit 16 000 m² avec un refus de permis de construire et ils ont signé des baux commerciaux sur les refus de permis de construire. Donc après, une fois que vous allez en procédure, ben, justement, tout est fait pour cacher la vérité. Alors nous, principalement, ce sont les commerçants qui nous soutiennent, mais on a aussi beaucoup de particuliers qui sont sensibles au problème et qui voudraient aussi aller consommer dans leurs petits commerçants, mais qui ne peuvent plus parce que tous les commerçants sont fermés. Alors nous, on est basé à Marignane, mais on a travaillé sur 57 départements en France, et on peut dire que justement c'est un système, puisqu'on a rencontré les mêmes difficultés, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit en Bretagne, que ce soit de partout, ce sont les mêmes difficultés. Eh bien, ils n'en parlent pas par rapport à la publicité, voilà. Voilà, quand vous ouvrez le poste sur les Daily Mainstream, ben vous avez Lidl, Carrefour, voilà, ils font que leur publicité. Donc c'est pour ça. On ne parle pas de leur fraude. Ah ben ça n'émeut pas les politiques, parce que la responsabilité, elle vient des députés et des sénateurs. Et comme de toute manière, eux, ils se baladent qu'avec des chauffeurs, ils ne voient pas ce qui se passe dans les rues. Un des soutiens politiques, c'est un sénateur dans le Loiret, un député dans les Alpes de Haute-Provence. On a un député aussi dans les Alpes-Maritimes. On a quand même... oui, voilà, on a M. Dupont-Aignan aussi qui pose des questions écrites. Donc on a plusieurs députés qui nous soutiennent, oui. Un des soutiens politiques, c'est un sénateur dans le Loiret, un député dans les Alpes de Haute-Provence. On a un député aussi dans les Alpes-Maritimes. On a quand même... oui, voilà, on a M. Dupont-Aignan aussi qui pose des questions écrites. Donc on a plusieurs députés qui nous soutiennent, oui. Alors, je rappelle, si vous permettez, que les 418 milliards, c'est que pour la région PACA. Ah ben, le phénomène est partout en France. Il y a plus de 5 millions de mètres carrés de surface illicite en France. C'est un gel viticole d'autres produits qui sont déjà en domaine toxique, réalisés. C'est une nanoparticule de polyéthylène. Alors, je suis Ella Blissova, je suis une autrice et j'écris des livres pour expliquer comment la vie est merveilleuse et comment on peut intégrer une communication avec la nature et les synchronicités dans sa vie quotidienne. En fait, le but, c'est de présenter une spiritualité qui est totalement ancrée dans le quotidien. Je relate une expérience personnelle, n'est-ce pas? Oui, mais pour commencer, j'ai fait une formation de géaculture. Géaculture, c'est une proposition d'un artiste slovène. Moi, je suis une Slovène d'origine, française depuis longtemps, enfin. Mais c'est un artiste slovène qui s'appelle Marko Pogačnik qui propose de récommuniquer avec les êtres naturels, avec les consciences des lieux,
avec, pourquoi pas, les faunes des arbres et les licornes dans les bosquets, mais que ça passe pas par le mental, mais par le corps. C'est un travail d'imagination et en même temps que ce soit totalement intégré dans une vie même citadine. Après, évidemment, pour que ça devienne un peu... il faut une intrigue dans un livre. Donc je raconte comment les synchronicités nous ont amenés à trouver le lieu de vie dans lequel on habite maintenant. Et là, c'est un cas pratique des théories de Philippe Guillemont qui explique comment les synchronicités nous envoient des messages depuis le futur vers notre présent pour nous orienter, pour retrouver notre meilleur futur possible. Et on peut dire qu'avec mon mari, après quelques tribulations, on est retombé sur nos pieds et on se trouve dans un endroit qu'on adore partager, où on fait des événements de jeûne, de solaris et tout ça. Donc on est très heureux. Et ce qui nous est arrivé, en fait, le début de l'intrigue, c'est que j'ai créé un petit jardin sur un toit dans un immeuble à Montparnasse. Et tout le monde était enchanté de ce jardin, sauf un voisin qui voulait le supprimer. Et comme dans ce jardin, il y avait toute ma créativité et que c'était vraiment un coin de paradis, après, je ne pouvais plus habiter là. Et mon mari n'a pas compris ça tout de suite. Et ça nous a fait quelques frictions. Mais bon, pour un livre, il faut une intrigue, n'est-ce pas? Il vient de sortir, c'est aux éditions Michalon, il est sorti fin avril et il est tout à fait disponible en librairie. Mais oui, Yves Michalon, il n'est plus de ce monde. Hein. Ouais, c'était vraiment un éditeur militant, mais il est disparu il y a 2-3 ans maintenant. Et, mais l'édition continue très bien avec la jeune éditrice Anne Leclerc qui a repris, qui a pris son travail d'édition et qui continue. Ah oui, parce que je suis à Colantre. Colantre, c'est le collectif des entrepreneurs responsables. Parce qu'entre autres, je ne sais pas si on peut dire que je suis entrepreneuse, mais je suis thérapeute des fleurs de bac. Donc, je suis conseillère. Si quelqu'un a besoin d'aide, quand on se retrouve dans un pétrin émotionnel, les fleurs de bac peuvent vous en sortir d'une manière très douce et très harmonieuse, sans médicaments. Oui, c'est pas vraiment, non, c'est pas de la médecine. C'est vraiment du conseil, on va dire. En tout cas, les gens qui... Le centre Bach, là, qui protège l'œuvre du docteur Édouard Bach, là, ça, j'ai une petite... Je ne sais pas si ça se voit. C'est mon prospectus. Ils n'aiment pas parler de médecine parce qu'on est très rapidement accusé comment on appelle ça, exercice illégal de la médecine. Donc, ils n'aiment pas appeler ça la médecine. On dit vraiment que parce que les fleurs de bac, ça a été inventé pour que chacun s'aide lui-même. Il n'y a pas, pratiquement, si on regarde, on ne peut pas se faire du mal. Il n'y a aucun effet secondaire, il n'y a aucune molécule. Dans les petits flacons de fleurs de bac, il y a de l'eau et du cognac, mais dans cette eau, on baignait les fleurs et c'est les fleurs qui ont déposé leur énergie, leur information, leur conscience et c'est ça ce qui peut nous harmoniser. Et j'ai écrit un premier livre qui s'appelle La fleur de bac où j'ai relaté mon expérience d'infertilité qui a fini par un enfant car je me suis soignée avec les fleurs de bac. Et ça c'est un livre pour lequel les femmes infertiles me remercient encore maintenant. Hein, parce que non seulement... j'ai relaté comment on se sent quand on est infertile, mais aussi c'est comme un mode d'emploi, un manuel de survie, quoi. Jeanne Bresciani. J'ai eu le prix du livre corse en 2000. Et j'écris depuis toujours pratiquement. Et c'est ma meilleure arme en fin de compte de résistance
puisque quand j'ai écrit ce dernier livre qui s'appelle Locus Niger ou le Fils maudit, je voulais écrire sur l'Italie fasciste à travers une fiction qui est la réincarnation du fils du Duce, Albino Benito Mussolini. Et en fait, comme les événements liberticides se sont greffés pendant que j'écrivais, parce que moi j'ai commencé en 2019, comme les événements se sont greffés en cours d'écriture en quelque sorte, je les ai intégrés et j'ai développé cet aspect par rapport à la société fasciste de l'époque qui a duré quand même 25 ans. Le fascisme a duré 25 ans, il faut le savoir, avec à travers donc cette incarnation, cette réincarnation du fils du Duce, je dénonce à travers son regard ou le regard de la femme qui lui sert de véhicule en quelque sorte, je dénonce cette société qui est devenue complètement liberticide. La liberté d'expression n'a plus cours et beaucoup d'obligations et de restrictions qui nous ont été imposées. Et ça s'est greffé à mesure que j'écrivais, en fin de compte. Ça s'est fait presque naturellement dans la trame du récit que j'étais en train de décrire sur une enfance, une double enfance, qui est le premier chapitre du livre, une double enfance, qui est l'enfance d'Augustine, qui est un des personnages du livre, le personnage principal, et le fils du Duce qui s'incarne à travers elle. Et donc cette double enfance amène ensuite à des considérations philosophiques, métaphysiques et donc sociétales, en cas de crise sociale majeure, voilà. Quel est le regard et quelle est par exemple la position aujourd'hui des écrivains et des artistes par rapport à cette crise sociétale? On ne sait pas parce que justement ils ne se sont pas exprimés. Moi je m'exprime à ce sujet. J'espère que je m'exprime le plus sincèrement et le mieux possible. et donc ça a donné lieu à ce livre. Eh bien parce que l'une de mes tantes, au cours de la rédaction d'un ouvrage précédent, l'une de mes tantes qui se rendait régulièrement en Italie pour aller voir la famille ou tout simplement pour revenir sur les terres d'origine, avait été appréhendée à cause de propos séditieux, entre guillemets, par un fonctionnaire d'État qui l'a reconduite à la frontière. C'est-à-dire qu'elle se trouvait en pleine période fasciste et elle a été reconduite à la frontière à la suite de propos qui n'ont pas plu, qui ont même déplu, à propos du fascisme justement, à propos de la politique mussolinienne, puisque quand elle y est allée, ça devait être à peu près au début du fascisme, dans les années 30, quoi, entre 24 et 30. Elle était jeune encore et elle a dû tenir des propos séditieux. Et donc voilà. Et ça m'a donné l'idée, avec le récit précédent, ça m'a donné l'idée d'écrire ce livre sur le fascisme, sur l'époque fasciste. Et bien sûr, comme elle coïncidait avec les événements que nous allions subir et qui s'amorçaient, parce qu'à l'époque, moi j'ai commencé la rédaction de cet ouvrage en 2019. Les événements après se sont précipités en 2020-2021. Et c'est là que j'ai construit une trame narrative autour du fascisme, de la société fasciste, qui est devenue un terme générique, bien sûr. Parce que le fascisme, au départ, c'était les faisceaux de combat. Et après la marche sur Rome, Mussolini a été nommé chef du gouvernement, Premier ministre. Et donc, il a rencontré, bien avant, il avait rencontré une femme, une Autrichienne, qui s'appelait Ida Dalzer, et lui a fait un enfant qu'il a reconnu sur le moment. Il a assisté à son baptême, il lui a donné son propre prénom, Benito Albino Mussolini. Et ensuite, évidemment, comme il était également avec une autre femme qui était Raquel, dont il avait une fille, Eda, il ne voulait pas passer pour un bigame parce qu'il commençait à prendre du pouvoir, hein. Il commençait à monter en grade,
Donc il n'a pas voulu, passer pour un bigame. Et il a renié complètement cette femme en la faisant interner. Et ensuite, ça a été le tour du fils. Mais le fils, il a beaucoup souffert pendant toute son enfance et une partie de sa jeunesse, puisqu'il est mort à 26 ans en hôpital psychiatrique. Ça fait quand même beaucoup de choses à subir, à supporter. Donc il est mort à moitié fou, parce qu'ils l'ont rendu pratiquement fou. Il est mort avec des injections d'insuline et des piqûres à répétition. Il faisait des comas à répétition. Donc il est mort à 26 ans. Et j'ai eu cette idée d'incarnation pour réhabiliter sa mémoire. Et c'est surtout à travers le film Vincere que l'on voit aussi le film de Bellocchio, où l'on voit effectivement où ce passé est évoqué. Mais j'ai également lu un autre livre qui s'appelait Le fils secret du Duce d'Alfredo Pieroni aux éditions Garzanti en 2006, qui m'a donné aussi qui m'a documenté sur cette vie, sur cette existence complètement sacrifiée, en fin de compte, qui était la vie du fils du Duce. Voilà. Dans les médias, vous pensez bien qu'on ne parle de rien de tout ça. Mon livre est à peine sorti, c'est-à-dire qu'il vient de sortir au mois de février-mars. Donc il faut quand même que j'établisse des contacts avant, que les gens aient le temps de le lire. C'est un peu tôt, disons, mais on n'en parlera certainement pas. Vous êtes les médias alternatifs, comme Rémi de Réservoir à PPS, qui m'a interviewé pendant 3 heures à ce sujet. Et c'était presque un commentaire de texte, en fait. Et je l'en remercie. Mais en dehors des médias alternatifs, il y a très peu de gens qui vont s'intéresser au sujet, puisque c'est un sujet qui les dénonce. Donc, évidemment, on ne donne pas des armes pour se faire battre, hein, j'imagine. Et pour ça que les merdias, en fait, les médias officiels n'en parleront pas, évidemment. Et là, je vais repartir en Corse, où j'ai quand même une conférence et quelques séances de dédicaces. Je ne suis pas encore inscrite ici, mais je compte m'inscrire dès la rentrée du mois d'octobre pour pouvoir figurer parmi les exposants et les écrivains qui présentent leurs ouvrages. Bonjour, je suis Marie-Christine Genet. Je coordonne Colantre, qui est un collectif d'entrepreneurs responsables qui se trouve présent sur toute la France. Alors moi je m'occupe de Colantre à Paris. Colantre se caractérise par le fait que nous mettons l'humain par devant tous les autres éléments, dont l'élément financier ou la technologie, etc. Donc en fait pour nous le côté humain il est essentiel. Et Colantre s'est créé il y a 2 bonnes années, plus même, 2 ans et 3 mois, à partir de problématiques de la crise sanitaire, quelque part parce qu'on s'est dit qu'il faut que, au-delà des citoyens, il faut qu'également les entreprises, qui ont quand même un effet de levier, puissent s'organiser et puissent développer ensemble une solidarité, développer une résilience et puis travailler aussi à intégrer des personnes discriminées, puisqu'on est contre la discrimination. Et quelque part, on a une charte qui est toute simple, qui en fait, elle porte un certain nombre de valeurs. Entre autres valeurs, donc, il y a l'éthique, il y a la non-discrimination, il y a la justice sociale, il y a la transparence, le respect. Voilà, ce sont des valeurs finalement qui sont quelque part qui devraient être appliquées par toutes les entreprises, mais on sait très bien que malheureusement elles ne le sont pas. Donc aujourd'hui on est en train de construire ensemble, on est dans le positif, on est dans la co-construction et par ce fait on fait des activités. Donc déjà on se réunit tous les mois. On organise des marchés. Alors, il y a le marché on a organisé déjà deux marchés de Noël. On a organisé
un marché de l'abondance et le 23 juin prochain, nous avons notre deuxième marché de l'abondance. Alors pour nous, pourquoi l'abondance? Parce que l'abondance, elle est déjà en nous. Aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes sont dans la souffrance, mais on sait que quelque part, par notre propre attitude, par notre façon d'agir, par notre organisation, le fait d'être proactif, nous pouvons aussi créer les conditions de l'abondance. Donc nous ne voulons pas baisser les bras, nous sommes là, nous allons présenter de bonnes pratiques entrepreneuriales autour de l'humain. Et notamment, ce marché de l'abondance, il va y avoir deux parties. Alors, il y a une partie, alors ça se fera au Forum 104. Forum 104 qui se trouve au 104 rue Vaugirard, dans le 6e. Et donc, nous avons dans la salle Glycine une quarantaine d'entreprises qui vont présenter leur stand. Et en parallèle, dans la salle Nymphéa, nous allons faire un événement autour du thème entreprise et créativité. Et alors cet événement va faire participer à tour de rôle des entreprises créatives qui offrent de nouvelles formes de fonctionnement. Donc d'abord, on va commencer par créativité et sociale, créativité et santé, créativité et énergie, créativité également et nouvelles technologies de l'information. Il va y avoir une entreprise qui se présente, qui va parler de dégafamisation, qui va parler de solutions informatiques qui existent de façon, disons, sans besoin d'être tracées, sans besoin d'être suivies. Et il va y avoir également des activités artistiques, culturelles, théâtre, poésie, danse, musique et humour aussi. Hein, voilà. Donc ça va être une journée très riche. Ça commencera le matin vers 10h30. Ça finira le soir vers 17h30. Mais on va essayer de faire tout ça en une journée. Ça va être très intense. Je pense qu'on va vraiment s'éclater. On va rencontrer des entrepreneurs humains, responsables et des gens formidables. On aimerait accueillir au moins 200-300 personnes ou plus. Comme il y a de l'espace, parce qu'en fait, on va également faire le repas aussi. Il y aura un repas organisé aussi entre midi et 2. Donc ça commencera le matin, ça finira le soir. On aimerait bien que les gens viennent avec leur famille, ou les gens qui n'ont pas de famille, c'est pareil, qui viennent quand même. Mais ça va être très convivial et ça va être une très bonne opportunité de se solidariser avec des entreprises qui font quelque chose de positif, ça c'est bien. Et puis après d'apprendre aussi plein de choses, parce qu'il se fait dans le monde entrepreneurial aujourd'hui des choses assez incroyables. Le lieu, c'est Forum 104, 104 rue de Vaugirard. La date, c'est le dimanche 23 juin. Ça commence à 10h30. Il faut y être à 10h30 parce que déjà, il se passera des choses intéressantes. Et ça finit à 17h30. Bon, en fait, à 18h, mais on dit aux gens à 17h30 pour qu'on puisse sortir normalement. Voilà. Je voudrais dire.